Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce grand dialogue consacré au second tour de l'élection présidentielle du 12 août 2018 au Mali. Un programme du studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse et le programme d'engagement civique. Comme vous le savez déjà, 2 candidats se détachent du lot de 24 du premier tour. Il s'agit d'Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Et ce soir, nous recevons les représentants respectifs, Mamadou Di Blaise Sangaré, conseiller spécial et porte-parole du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, et Dr Etienne Fakaba Sissoko, porte-parole du candidat Soumaïla Cissé. Et au micro pour conduire ce débat, Mohamedou Touré et moi-même Kolsi Angarsou. Le grand dialogue. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, comme vous le savez, vos candidats respectifs sont qualifiés pour le second tour d'élection présidentielle qui aura lieu sauf volonté contraire de Dieu le 12 août. Donc, on va y revenir. Mais avant, voyons d'abord ce reportage consacré à la proclamation définitive des résultats. Non, on va juste écouter Monsieur Blaise Sangaré par rapport à ce sujet. Oui, disons que d'abord, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous inviter à chaud pour parler de ce second tour de l'élection présidentielle chez nous et surtout de parler aussi de l'état d'esprit de nos militants, de nos responsables et de nos mandataires. Parce que nous sommes des mandatés de personnalités qui sont maintenant au deuxième tour. Donc notre candidat Ibrahim Boubacar Keïta a accueilli avec calme et sérénité la proclamation de ces résultats et évidemment avec l'ensemble de son groupe, l'ensemble de ses conseillers, l'ensemble de ses militants et surtout l'ensemble de tous ceux qui aspirent à la paix au Mali se préparent à passer le cap du deuxième tour le 12 août. Donc vous acceptez les résultats? Nous les acceptons et nous nous soumettons évidemment dans un premier temps à la volonté du peuple qui nous a consacré à plus de 41%, maintenant aujourd'hui sanctionné par le juge de la Cour constitutionnelle qui a pris acte et qui a proclamé officiellement ces résultats. Oui. Etienne Fakaba Sissoko, votre réaction sur les résultats? Je pense qu'avec cet arrêt, la Cour vient d'enterrer la démocratie dans notre pays. Elle vient d'humilier le combat d'un peuple qui a souffert et qui aujourd'hui aspire au changement. Au moment où je vous parle, les 18 candidats, y compris le mien, Soumaïla Cissé, sont en réunion actuellement pour analyser et prendre les décisions qui s'imposent et tirer toutes les conséquences de ces résultats. Il est clair que nous rejetons ces résultats parce que ces résultats ne reflètent nullement le choix du peuple malien, nullement le vote du peuple malien. Et hier, c'est ce que nous avons fait savoir lors du meeting que nous avons annulé. Mais nous sommes sereins parce que le camp du changement est majoritaire, malgré l'utilisation abusive des moyens de l'État, malgré les tripatouillages, malgré la fraude, malgré le bourrage d'urnes, malgré tout ce que l'on a vu avec ces élections-là, malgré les résultats qu'eux-mêmes ils se sont octroyés, ils n'ont pas pu passer au premier tour comme ils l'ont souhaité. Et 60% sur la base de leurs résultats des Maliens aujourd'hui aspirent au changement. Et cela est un motif de satisfaction pour nous. C'est simplement pour dire que le changement est en marche, que l'alternance est en marche et que ce n'est pas des voix attribuées sur l'humeur qui vont changer cet état de fait. La preuve, lorsque la démocratie malienne, parce que vos recours ont été jugés non recevables par la Cour constitutionnelle? Non, parce que nos recours ont été appuyés justement par des faits réels, par des constatations d'huissiers qui ne souffraient d'aucune ambiguïté. Et les observateurs internationaux, les observateurs nationaux ont eu justement à faire le même constat que nous, à faire les mêmes réclamations que nous. Les rapports de la CENI disaient les mêmes choses que nous. Et nous avons eu un débat sur ce même plateau il y a quelques jours. C'était le constat justement qui est sorti de cela. Donc, mais nous ne sommes pas étonnés du fait que la Cour s'arrange du côté
du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Cela n'est nullement une surprise pour nous, mais comme je l'ai dit, nous allons tirer les conséquences qui s'imposent et le candidat lui-même sortira dans les prochains jours pour donner sa position claire par rapport à tout cela. Une toute petite question, Étienne. Est-ce que si, inversons un peu les tendances, si c'était votre candidat qui avait obtenu 41%, est-ce que vous aurez tenu le même discours? Dans ces conditions, nous aurons eu honte justement de proclamer des résultats comme cela. Vous l'avez vu vous-même, lorsque un président, quel que soit son degré d'impopularité, lorsqu'il a 40% dans une élection, la réaction normale, ce serait la liesse, ce serait les applaudissements, ce serait la joie un peu partout à travers le pays. Mais sortez, regardez autour de vous, c'est justement un sentiment, on a le sentiment d'assister à un enterrement. Oui, ils ont raison justement d'employer ce mot parce qu'on vient avec ce taré de la Cour d'enterrer notre démocratie et de nous ramener à des années-lumière de ce que nous avons aspiré comme changement dans ce pays. Blaise Sangaré, que pensez-vous de cette réaction de Dr Etienne Fakaba? Vous savez, la honte est un sentiment non expressément déclaré. La honte est un ressenti. Je crois que je ne dirais pas que les autres devraient avoir honte. Je me garderai de dire ces choses-là. Mais je dis que nous sommes en République. Et cela suppose que nous respectons les jumeaux de la République. Le premier enfant de la République, c'est la démocratie. Le second, c'est l'état de droit. Démocratiquement, le peuple s'est exprimé. Cela est une constance. Juridiquement, la Cour constitutionnelle vient de consacrer ces résultats-là. Je pense que quelqu'un qui veut marcher vers la paix et le progrès, ça n'arrête à ça. Moi, je préfère demander aux Maliens et d'abord les féliciter de leur résilience, de leur volonté de marcher, malgré les turpitudes de la vie, malgré les accidents historiques que le Mali vient de connaître, qui sont en train d'être résorbés. Le peuple s'est dit inscrit dans la démocratie et l'a choisi comme mode de gouvernement désormais de sélection de ses dirigeants. À ce moment-là, j'ai dit, je suis aujourd'hui très fier de ces résultats-là. Ma fierté s'exprime, parce que ma fierté s'exprimera le 12. C'est le 12 que je devrais faire la fête, pas avant. C'est un premier tour, je respecte la loi. Je ne devrais pas être en liesse. Je n'exprime pas, je n'exulte pas. Mais seulement, voilà, j'ai dit le 12 au soir, ce sera encore une victoire de la démocratie. Là, nous sommes seulement dans une victoire d'étape. Ça ne mérite pas encore une autocélébration. Donc, quelle sera la prochaine étape pour vous? La prochaine étape, elle a déjà commencé. La Cour nous a déjà déclaré en campagne. Donc, nous sommes tous en campagne. Je sais que même mon vis-à-vis est en campagne. D'accord. Dr Etienne Fakaba, au-delà de la prochaine déclaration du candidat Soumaïla Cissé, quelle sera la prochaine étape pour vous? Non, la prochaine étape pour nous, comme je l'ai dit, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Analyser de façon sereine ces résultats-là et tirer les conséquences. C'est ce que les 18 candidats sont en train de faire. Et aujourd'hui, la fierté, tout comme la honte, c'est également des sentiments. Donc, quand vous dites que vous êtes fier, reconnaissez aussi que ça ne peut être qu'un sentiment. Mais là n'est pas la question. La question, c'est surtout de savoir que depuis la proclamation des résultats jusqu'à des résultats provisoires déjà et des résultats de la Cour constitutionnelle jusqu'à maintenant, aucune alliance sérieuse n'a été conclue par le président de la République. Et au même moment, les 18 autres acteurs sont ensemble pour dénoncer une même chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas tant les résultats qui sont en cause, c'est le processus qui a conduit à la proclamation de ces résultats qui est en cause. C'est un ensemble d'arguments, c'est un ensemble d'actions, c'est un ensemble de procédures qu'on aurait dû mettre en œuvre et pour aboutir justement à des élections qui respectent la démocratie, à des élections qui respectent le peuple, à des élections qui respectent surtout le choix que ce peuple-là a eu à faire. Ça n'a pas été le cas. Malgré les preuves accablantes constatées par des huissiers que nous avons versés dans nos différents dossiers, malgré les rapports, comme je l'ai dit tantôt, de la CENI et des différents observateurs, aujourd'hui, on est en mesure de vous dire que la fraude est en marche. Tout est en marche aujourd'hui pour aboutir à la réélection du président de la République partant. Et c'est cela justement notre objectif, notre prochaine étape,
c'est d'user de tous les moyens démocratiques pour justement empêcher cela. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la démocratie est en marche, le changement est en marche. 60%, écoutez bien, 60% des Maliens, à l'issue des élections que eux-mêmes, ils ont tripatouillé, ils ont estimé que 60% aujourd'hui des Maliens ne sont pas avec eux. Et parmi ceux qui ont voté, parmi ceux qui ont été candidats, qu'aucun d'entre eux, à part Madame Djenebou Ndiaye, n'est aujourd'hui en mesure de s'aligner derrière eux. Cela est un signal du peuple envers ceux qui ont dirigé notre pays pendant 5 ans, dans la gabégie, dans la corruption, dans l'humiliation, dans l'insécurité et dans tous les maux auxquels vous assistez, vous et moi, et que vous couvrez à longueur de journée. Donc aujourd'hui, nous sommes sereins, comme je l'ai dit, parce que le changement s'est exprimé. Le changement est visible. Le changement est là. Ce n'est plus qu'une question de jours pour que le peuple souverain décide enfin de prendre toute la mesure de ce qui est en train de se passer dans notre pays et d'arriver au changement. Votre candidat, avec les 18 autres, les 17 autres ont dénoncé certains manquements que vous venez de souligner. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Soumaïla se dise non, je ne participerai pas au second tour de la présidentielle? Il ne m'appartient pas de dire s'il va ou pas. Nous sommes dans une logique. Nous avons dit, la liste des localités, de toutes les localités où les élections n'ont pas pu se tenir devait être publiée. Ils ont publié une partie de cette liste et nous avons également des données que nous souhaitons croiser avec... Etienne, 30 secondes comme ça. Que nous souhaitons croiser avec eux très rapidement. Vous aurez la parole tout de suite. Deuxième élément, nous avons dit également que la liste des bureaux de vote doit être publiée bureau de vote par bureau de vote. Et cela a été repris par la communauté internationale, par l'Union européenne. Donc, c'est des exigences qui sont assez faciles. Même hier, un des candidats a dit qu'il est prêt à financer l'analyse des empreintes parce que nous avons la preuve qu'une personne a voté 100 fois dans certaines localités. D'accord, à vous, Mamadou Blaise Sangaré. Vous savez, j'éprouve une gêne. J'éprouve une gêne, pourquoi? Parce que pour deux choses, de toutes petites. La première, il ne faudrait pas que cet échange ressemble soit assimilé à un ping-pong, un jeu de réponse du berger à la bergère. Je voudrais éviter ça. Deuxièmement, à l'intention et à l'attention de certains auditeurs qui récemment ont dit qu'ils ont remarqué que lors des débats, je suis pressé de prendre la parole, etc., que bon, je suis un peu... Bon, je leur ai dit que je ferai amende honorable et je voudrais tenir promesse. D'accord. Seulement, voilà. Je suis étonné que les acteurs politiques de notre pays, je ne fais de morale à personne, que les acteurs politiques de notre pays n'aient pas intégré que la démocratie n'est jamais atteinte. Il n'y a pas d'état parfait de vie démocratique, que c'est un processus et que ce processus est fécondé par chaque société en fonction de ses ressorts historiques, psychologiques et sociologiques. Nous sommes dans un système d'apprentissage. 25 ans dans une démocratie, c'est rien du tout. À l'aune d'une vie humaine, c'est rien du tout. Mais que l'opposition ne parte pas sur la base du fait que tout ce processus démocratique que nous vivons aujourd'hui est le fruit d'un consensus entre les différents groupes. C'est dit aujourd'hui, la Cour constitutionnelle l'a dit et répété, que monsieur Etienne me dise qu'ils ont demandé la liste bureau par bureau. Nous sommes les bergers. Nous devons conduire ceux-là qui ne comprennent pas beaucoup de choses au droit et au principe de règlement juridique de ces questions-là. Cela n'existe pas dans le système juridique malien que de faire un décompte bureau par bureau. Il y avait une première exigence que je corrige. La communauté internationale a demandé la mise à disposition de la liste des bureaux dans lesquels le vote n'a pas pu avoir lieu. Cela a été fait, le nombre est connu, c'est 871 bureaux. Les listes sont disponibles. Vous savez, vous et moi, que professionnellement, tout le monde peut prendre aujourd'hui sur les sites, dans les documents manuels écrits et tout ce que la Cour constitutionnelle a reproché à ces élections et tout ce qu'elle a cautionné. Mais rapidement, M. Sangaré, c'est vérifiable. À moins de 6 mois de la présidentielle, quand même, le ministère de l'administration territoriale a modifié les lois électorales en disant en cas de force majeure. Voilà. S'il vous plaît, vous savez, ça ne prête à aucune confusion et j'estime qu'il serait vraiment
fair play de la part d'Étienne de reconnaître que ce n'est pas le ministère. C'était à la demande des acteurs politiques. Et c'est majorité aux oppositions comprises. Et c'est un représentant de la majorité qui a même présidé cette commission de travail. Et la loi électorale est sortie d'un consensus. D'accord, Mamadou. Donc ce n'est pas le ministère. Parlons des projets de société. Oui, vous l'avez dit, que ce n'est pas le ministère, que c'est les acteurs politiques. Parlons maintenant des projets de société. Des projets de société de vos candidats respectifs. Oui. Il y a plusieurs défis auxquels le Mali fait face aujourd'hui dans le domaine de la sécurité, la paix, la gouvernance, l'éducation. On va aller étape par étape. On va parler de sécurité et paix d'abord. Dans le domaine de la sécurité et de la paix, qu'est-ce que votre candidat propose aux Maliens? Notre candidat propose le plus simplement du monde l'amplification de ce qu'il a déjà entrepris. Vous savez que le plus dur déjà, je peux même oser le dire, le plus dur est fait. Parce que sur le terrain, non seulement au niveau international, mais aussi au niveau interne, et le général Guibert l'a bien affirmé, pour bâtir une armée de façon pyramidale, sur l'échelle de toutes les valeurs de construction militaire, il est admis que ça prend 15 ans. Donc, au bout de 5 années, j'allais dire quoi? 4 années, j'allais même dire quoi? 3 années avec toutes les pesanteurs. C'est cette même opposition qui a plombé la construction de cette armée nationale avec le mensonge et la délation pour finir par un non-lieu. Et malgré ça, nous sommes aujourd'hui à plus de 5100 militaires recrutés dans toute la hiérarchie militaire. Nous sommes aujourd'hui bien armés, bien équipés, pas à suffisance en fonction des nouveaux défis sécuritaires et de défense. Mais aujourd'hui, nous pouvons compter sur une armée embryonnaire, certes, mais qui est active. Monsieur Sangaré, laissons le passé, laissons les bilans. Très bien. Aujourd'hui, il s'agit de faire de cette armée-là une armée de défense nationale dans tous les compartiments de la défense et faire bonne figure dans un système de souveraineté politique et de défense. Donc, il y a plus de 900 milliards qui seront engagés dans ça. Le chiffre est précis. Allez-vous demander le départ de l'amunissement ou de l'opération Barkhane? Vous savez que quand l'amunissement et l'opération Barkhane venaient, ils n'étaient pas seulement invités, ils étaient désirés. Le peuple est descendu dans la rue. Nous sommes dans un système de souveraineté populaire. Le peuple a acclamé le jour où les djihadistes sont rentrés passez-moi le nom du village, à Kona. Le peuple est descendu dans la rue. Le peuple a souhaité cet appui international. Et vous savez que cet appui international est tout à fait nécessaire, ne serait-ce que dans la formation des troupes et dans leur équipement. On ne peut plus rien faire seul. Donc on ne peut pas... C'est vrai que cet appui est nécessaire, mais quand ces forces internationales ont accès à une localité et empêcheraient les forces armées maliennes d'accéder à ces localités... Vous avez trouvé le ton grammatical, juste empêcherait. Empêcherait. Pourquoi l'armée malienne n'a pas été à Kidal? Excusez-moi de vous dire ça, il est mal fondé de dire qu'ils sont empêchés. Ils ont servi de force tampon. Certainement. Ça veut dire quoi, une force tampon? Une force tampon, ça veut dire qu'ils ont tenu à distance les deux belligérants, l'un voulant attaquer l'autre. Mais ça, vous parlez de la munition de l'opération Barkhane. Barkhane est une force quand même armée qui combat les djihadistes. Qui combat les djihadistes et qui n'est là que pour combattre les djihadistes. Ce n'est pas le cas de l'amunissement. Non, l'amunissement... D'accord, 3 minutes écoulées. Docteur Etienne Fakaba Sissoko, sécurité et paix, qu'est-ce que votre candidat propose? Je voudrais d'abord rectifier M. Sangaré en disant que, certes, nous ne sommes pas dans une démocratie accomplie. Vous avez 3 minutes, docteur Mais Etienne. nous avons des acquis démocratiques qu'il faut conserver. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé pendant ces élections et avec la proclamation de ces résultats, c'est justement ces acquis démocratiques qui ont été bafoués. Et est-ce que nous allons accepter, nous asseoir et regarder ce qui a été bâti pendant 20 ans, 30 ans par des hommes et des femmes dévoués à la cause du Mali, bafoués de cette sorte? Je ne pense pas que cela soit la démarche que nous souhaitons. Je voudrais simplement dire que dans le cadre de la paix et de la sécurité, nous avons un budget de près de 1003 milliards consacrés à la sécurité et à la paix. Et cela est parti justement de ce que nous avons constaté depuis ces 5 dernières années et bien avant, depuis 2012. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis cette année? On a assisté à des meurtres, à des disparitions, à des assassinats, à
à une sorte de mise en lambeaux de notre armée nationale. Et cela est le fruit de la gouvernance que Blaise essaye de défendre aujourd'hui. C'est cela aujourd'hui qu'il faut rappeler et dire que 3000 Maliens, 3000 soldats ont perdu la vie ces 5 dernières années. Dire que nous avons dit au peuple que nous avons acheté des équipements militaires qui ne pouvaient pas servir à l'armée malienne. Nous avons acheté des avions qui, sur la base de surfacturation de plusieurs centaines et de centaines de milliards de nos francs CFA. Nous avons le poursuivre, vous aurez le temps. Nous avons recruté. Je parle de fait. Nous avons recruté des forces armées, semble-t-il, sur la base aujourd'hui sur la base de népotisme, sur la base, encore une fois de plus, de clientélisme, ou des fils d'officiers, ou des fils de généraux, ou des gens qui n'ont aucun engouement pour l'armée. Qu'est-ce que le candidat Soumaïla Cissé va proposer? Nous disons tout simplement que nous sommes dans un processus qui a conduit notre pays au chaos. Comment en sortir? Il y a nécessité de dialoguer entre les Maliens. Et c'est cela que nous allons proposer. Ils ont commencé un semblant de dialogue qui aboutit à la signature d'un accord de paix. Un accord de paix depuis 2 ans qui n'a pas pu être appliqué parce que cet accord n'est ni consensuel ni inclusif. Ce que nous allons faire, c'est de mettre les Maliens au travail et de mettre les Maliens au dialogue. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est d'investir massivement dans le recrutement de notre armée et surtout dans la formation de cette armée. Pas cette formation... écoulé, Dr Etienne Fakaba Sissoko. Voilà, donc la thématique paix et sécurité ne préoccupe pas que les politiques. Monsieur Sangaré, on va y revenir. Vous allez réagir juste après cette réaction, tout de suite. Oui, vous allez réagir tout de suite après cette réaction. La population, elle aussi, s'interroge sur cette question de paix et de sécurité. Je vous propose d'écouter cette réaction recueillie à Kaï. En premier axe, je parle de la paix et de la sécurité. Il est très important que nous ayons la paix et la sécurité afin de pouvoir appréhender tout type de processus de développement au niveau du Mali. En deuxième point, je parle de la bonne gouvernance. Après une paix et une sécurité, je pense qu'il faut de la bonne gouvernance. Donc en deuxième point, la bonne gouvernance. En troisième point, je parle de l'éducation et la santé. Ce sont les socles du développement. En quatrième point, je parle des infrastructures et de l'emploi. Il faut des infrastructures dans ce pays. Nous avons un pays qui fait plus de 1 240 000 et quelques mille kilomètres carrés, donc un pays très vaste, mais un pays extrêmement désenclavé. Alors, il nous faut des infrastructures de taille afin de relier l'ensemble des points du Mali et que l'ensemble des points du Mali puisse être lié à Bamako afin que tout le peuple se sente dans un seul pays, je dis bien dans un seul pays. Et ça passe par des infrastructures de taille comme les routes, mais également des infrastructures de développement comme les grands hôpitaux, comme les grandes universités, mais qui ne soient pas au niveau de Bamako seulement, mais qui soient délocalisées afin de trouver cette solution dans ce désenclavement qui existe, ça fait longtemps. J'ajoute à cela l'emploi. Effectivement, après l'éducation, il faudrait créer de l'emploi dans le secteur public, bien entendu également dans le secteur privé pour les jeunes. En 5e position, je parle de la diplomatie internationale. Le Mali doit être fort en termes de diplomatie internationale, d'avoir vraiment des partenaires fiables au niveau de l'international, des partenaires crédibles qui puissent nous accompagner un peu, qui puissent accompagner la politique gouvernementale du Mali. Monsieur Sangaré, quand votre candidat arrivait en 2013, c'était le nord du Mali qui était presque occupé en guerre. 5 ans après, la crise s'est déplacée dans le centre du pays. Ce n'est pas un échec pour vous? Vous aviez promis déjà, je n'oublie pas que je sois particulièrement vindicatif, mais j'ai des précisions à donner. Non. Allez-y rapidement. Allez-y. Très bien. Allez-y, monsieur Sangaré. Quitte à ce que ça me prenne les 3 premières minutes. Mais quand vous dites comme ça, que l'armée malienne était défaite, était délabrée, etc., etc. Écoutez, acceptons que nous sommes des Maliens, que l'État est une continuité et que nous ne devons pas toujours ressasser les mêmes questions. Ça, ce n'est pas le fait du président Ibeka qui est venu en 2013. Mais avant 2013, déjà en 2012, Ibeka candidat, le président ATT était au pouvoir. Janvier, février, 3 discours, je prends les grands, Mopti, Tombouctou et le congrès des jeunes ici. Il n'était pas au pouvoir. C'est le président Ibeka qui a demandé qu'on s'associe autour d'un minimum commun de gouvernance et soutenir le président ATT qui venait de dire que la crise au nord ne pouvait être résolue que par l'appui des étrangers et par
la connexion intelligente de tous les Maliens. C'est le président Ibeka qui a demandé cette union sacrée autour du président Tété. Vous avez les documents. D'accord, Mamadou Blaise, permettez-moi de vous dire qu'il vous reste 2 minutes. Laissons-le passer, parlons aux Maliens par rapport non, il a dit des choses. Il a dit des choses que je vais redresser. Allez-y. Vous êtes très bien écouté, vous ne le savez peut-être pas. Allez-y. Mais, excusez-moi de citer quelqu'un du Mali qui a dit que l'information est une denrée périssable. C'est à chaud qu'il faut la traiter. Allez-y, répondez à la question. Dès qu'il a pris fonction, le président Ibeka a fait 2 choses. Il a fait les assises du Nord et il a lancé les négociations pour l'accord pour la paix. Et donc, voilà quelqu'un qui avait déjà annoncé ses intentions qui sont devenues réalité. Donc, l'armée en délabrement, ce n'est pas le président. Au contraire, c'est lui qui a reconstitué maintenant. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu 11 avions. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas 5100 soldats recrutés. Très bien, passons. Maintenant, je reviens au président. Au présent, comme vous l'avez dit, l'intervenant vient de le dire, la sécurité est prioritaire. Il y avait le conflit au nord du Mali, mais le conflit a changé de nature, précisons-le. C'était un conflit entre frères maliens. On parlait de rébellion et de sécession. Mais maintenant, ce n'est plus un conflit intramalien. C'est devenu une question d'insécurité. Est-ce que la situation s'est détériorée ou améliorée? La situation a changé. Est-ce qu'elle s'est détériorée? Ce n'est plus une guerre, ce n'est plus un conflit frontal armé. Oui, M. Sangaré, est-ce que la situation s'est détériorée ou améliorée? Aujourd'hui, la situation s'est améliorée parce qu'au moins... D'accord. Est-ce votre avis, Dr Etienne Fakabassi? Vous savez, lorsque nous parlons avec un auditoire de plus de 70 radios, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Parce que nous parlons... 15 millions de Maliens. Parce que nous parlons d'abord à des Maliens qui vivent une situation. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de dire des contre-vérités sur leur vie, sur leurs conditions de vie. Je tenais, avec ma petite expérience, de donner ce conseil-là à mon aîné Blaise Sangaré. Tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, la question de l'armée, elle n'est pas qu'une question que nous pouvons traiter à la va-vite. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas pris le temps de poser le bon diagnostic. Le bon diagnostic, c'est quoi? C'est de reconnaître d'abord que nous avons une armée qui n'est pas que liée au nombre des soldats déployés sur le terrain, que c'est d'abord une stratégie, que c'est aussi un accompagnement de leurs conditions de vie. Comment comprendre que des militaires qui se battent au front, quand ils meurent, aucun honneur ne leur a rendu? Que des gens qui partent pour notre pays se battent et qui reviennent et qui sont soucieux de qu'est-ce que leurs familles vont manger demain, qui ne touchent pas 100 000 francs CFA par mois. Comment vous pouvez comprendre que nous soyons dans un pays Parlons maintenant de bonne gouvernance. La seconde étape, selon plusieurs observateurs, je vais sortir de cette question. Oui, écoutez-moi. Je vais parler de la corruption. La corruption gangrène la société et aujourd'hui, la bonne gouvernance est un rêve selon plusieurs observateurs qui n'est pas une réalité. Qu'allez-vous faire, votre candidat? La question de la... Monsieur Sangaré, vous aurez la parole. Chacun a 3 minutes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, la question... laissez Dr Etienne. Vous voyez, c'est ce que je vous dis toujours, que la majorité a un véritable problème. C'est que tous les droits du Mali pensent qu'ils ont tous les droits du Mali, qu'ils ont tous les droits sur tous les citoyens de notre pays. Et ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Comment le candidat Soumaïla Cissé va... J'ai 3 minutes, je souhaite utiliser mes 3 minutes pour défendre il vous reste 2 minutes. Lorsque vous prenez ce quinquennat qu'on vient d'achever, l'année 2014 avait été déclarée comme année de lutte contre la corruption, déclarée en grande fanfare. Et aujourd'hui, on a constaté... On a dit qu'on ne va pas revenir en arrière pour faire le bilan. Non, c'est pour des engagements. C'est sur des engagements. Par rapport au projet de société, qu'est-ce que le candidat Soumaïla Cissé propose? Sur le projet de société, voici ce que nous proposons. Nous disons d'abord que pour être artisan de la bonne gouvernance, il faut d'abord donner l'exemple. Et nous serons des exemples pour les Maliens. Ni notre famille, ni nos proches, ni les enfants de notre candidat ne seront appelés à des affaires publiques. D'abord, première chose, ni les enfants de notre candidat, ni même ses proches ne seront consultés pour l'octroi des marchés publics, comme on est en train d'assister actuellement. La deuxième chose, c'est les rapports de vérification. Vous savez, cette année, ces 5 dernières années, il y a eu des rapports de vérification qui ont été chiffrés à des centaines de milliards de francs CFA. Et aucun franc n'a été recouvré.
Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas encore la possibilité de vérifier et de pouvoir mettre au pas les acteurs politiques. Donc ce que nous allons faire, ce que nous allons faire, si vous permettez, vous aurez la parole après. Le temps est écoulé, je suis désolé. Mamadou Blaise Sangaré, s'il vous plaît, docteur Etienne, vous aurez la parole. Mamadou Blaise Sangaré, par rapport à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption, qu'est-ce que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta propose aux Maliens? Mais très bien, juste un petit écart. Je ne reviens pas sur le passé, je vous promets. Oui. Pas de passé. Mais seulement, j'aimerais que, à l'attention et à la compréhension de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, Etienne, c'est très simple, c'est trivial de dire mes enfants ne seront pas dans les emplois publics. Mais quand on profite d'une position privilégiée aussi, pour trouver des postes à 10 millions le mois pour ses enfants, c'est quoi? Moi, mon enfant ne pourrait pas avoir ça, il faut être en position. Soit dit en passant, c'est un clin d'œil, arrêtez ça. N'entrons pas dans les familles, c'est pas bon. Mais ce que je vais vous dire, c'est que par bonne gouvernance, il faut une bonne compréhension des choses. La bonne gouvernance, ce n'est pas de la comptabilité, ce n'est pas de l'arithmétique, ce n'est pas une gestion d'épicier. La bonne gouvernance, c'est la mise en adéquation du système de vie, de l'organisation institutionnelle, du schéma organisationnel de la société, de l'État, en harmonie avec les aspirations de la société. Ça, c'est la bonne gouvernance. Qu'est-ce que vous faites de toute l'organisation de l'administration, qu'elle soit décentralisée, qu'elle soit déconcentrée, que nous sommes en train de faire, justement pour trouver la meilleure approche pour que les Maliens se sentent chez eux? Bonne gouvernance. Qu'est-ce que vous faites de la bonne gouvernance quand, par les mesures de contrôle, de vérification, vous arrivez de partir de 800 milliards de francs comme budget d'État à plus de 2 milliards en 4 ans? Vous êtes toujours en train de faire le bilan. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire à partir de 2018? Ce que nous allons faire à partir de 2018, c'est d'accroître les recettes publiques et la production nationale. Par exemple, nous allons multiplier au moins, et ça je vous le dis, je vous le gage, la production de nos produits agricoles afin de supporter l'économie, parce que l'économie, ce sont les produits de base. Cette économie, la promotion de cette économie aussi est génératrice d'emplois, génératrice de recettes, et les usines de transformation qui viendront... la bonne gouvernance politique, par exemple. La bonne gouvernance politique, oui, c'est, par exemple, comme il l'a dit, la gestion de tous ces schémas politiques. Donc vous vous retrouvez sur ce schéma? Quel schéma? Vous dites comme il l'a dit. Je vous l'ai dit que c'est un processus. Nous allons améliorer ce processus-là. Parce que, qu'on l'accepte ou pas. Mais soyons quand même honnêtes, M. Sangaré. Après 27 ans de démocratie, vous n'allez pas dire que le processus n'est pas arrivé à maturation? Mais écoutez, vous avez dit d'être honnête. La maturation, ça veut dire que vous voyez à l'horizon un point final. Je vous défie aussi, moi, de trouver un système démocratique qui soit arrivé à maturation dans son pays d'exercice. C'est un processus continu. Tant que vous aurez un Malien qui n'aura pas intégré dans sa conscience le réflexe de faire un choix positif, le réflexe de réclamer des droits individuels et d'aller dans un système de liberté publique organisée, exercer sa liberté, son droit de vote, vous n'avez pas fini d'accomplir la démocratie et les choix. Tant que les Maliens ne mettront pas votre temps avant, est écoulé. Écoutons maintenant. Non, votre temps est écoulé. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas anticiper. On va écouter une dame. Offrez l'occasion à un citoyen lambda de s'exprimer. Une dame de Koutiala qui va s'exprimer et après suivra un enfant qui va dire ses attentes par rapport à la gestion de ce pays. C'est sécuriser le pays, la santé et l'école en même temps pour que les transports soient bien quoi. Par rapport à la santé, on doit avoir des médecins bien formés. L'hôpital que le président est venu poser la première pierre, nous voulons maintenant que ça soit vraiment sur les champs. On doit avoir aussi les enseignants bien formés et bien éduqués pour que l'école soit bien sur forme quoi. Goudronner les routes pour que la circulation soit bien et les transports soient bien faits. Et ensuite, mettre l'ICOMA sur place. Et aussi l'eau potable, que le nouveau président fait la bonne gouvernance pour que tous les citoyens maliens soient légaux à la loi et que les juges font tout pour que tout le monde soit égal à la loi, ni n'est au-dessus de la loi. Alors, premièrement, c'est de faire le nécessaire pour que la session du Parlement national des enfants puisse se tenir comme il faut. Notre deuxième attente, c'est de rendre au Parlement des enfants sa ligne budgétaire qui a été coupée afin de lui permettre de mieux remplir ses missions de promotion et de protection des droits des enfants. Notre troisième attente, c'est de faire de la situation des enfants en mobilité
des enfants en situation difficile et des enfants en situation de rue une priorité. La quatrième recommandation, c'est d'ouvrir un centre de prise en charge spécialisé des enfants handicapés et d'appuyer les centres étatiques de prise en charge des enfants en situation difficile ou handicapés. Et notre dernière recommandation, c'est d'œuvrer pour le retrait des enfants mendiants des rues. D'accord, docteur Etienne Fakaba, dans le domaine de l'éducation, ça c'est une préoccupation d'une femme. Dans le domaine de l'éducation et de la santé, qu'est-ce que le candidat Soumaïla Cissé propose? Vous savez, quand j'écoute les populations, j'ai l'impression qu'ils sont en train de lire une partie de notre programme. Parce que justement, notre programme répond aux besoins des populations. Et je voudrais simplement rappeler à M. Sangaré que quand il dit qu'il va multiplier par 3 les recettes, ou multiplier même par 10 les recettes de notre pays, qu'il ne suffit pas de multiplier. Qu'est-ce que nous faisons du peu de ressources que nous avons? La gestion des ressources que nous avons, la gestion des 2000 milliards que nous avons. C'est cela la question. C'est pourquoi nous, dans notre programme, la rationalisation des dépenses publiques est une de nos priorités. Pour ne pas que l'État injecte, par exemple, 87 millions de francs CFA dans une V8 et aujourd'hui, le parc automobile de notre pays en compte plus de 360. C'est cela aussi la bonne gouvernance. Donc, l'éducation et la santé, il vous reste 2 minutes. Donner l'exemple. L'éducation et la santé. L'éducation et la santé. Nous avons dit, vous avez entendu la dame, elle a parlé des hôpitaux qui sont construits, mais il n'y a pas justement de médecins. C'est pourquoi Soumaïla Cissé dit que il ne sert à rien d'avoir une école de santé performante et mettre au chômage nos jeunes. C'est pourquoi tous ceux qui vont faire des écoles de santé, tous les médecins qui vont sortir de nos écoles publiques seront recrutés systématiquement dans la fonction publique, prise en charge par l'État. Compétents ou pas? Compétents ou pas, on ne peut pas avoir un diplôme sans avoir suivi la formation adéquate pour pouvoir justement être médecin. Ce n'est pas à nous de juger de leurs compétences, mais les professeurs qui les encadrent. C'est à eux qui sanctionnent leur formation par un diplôme. Et c'est cela aussi la question. Quand nous acceptons d'être dans ce système-là, qu'on accepte de reconnaître aussi que nous avons des enseignants formés. Sur la question de l'enseignement, c'est la même chose. Aujourd'hui, tous ceux qui vont faire les écoles de formation d'enseignants, que ce soit enseignants du premier cycle, enseignants du second cycle ou même de l'université, tous seront systématiquement recrutés dans la fonction publique parce que le besoin est là et ça vient d'être exprimé par les populations elles-mêmes. Voilà, j'évite encore le ping-pong, sinon ça me démange un peu. Proposition. Proposition concrète. Déjà, il y a une moyenne de 5 sites universitaires qui seront fonctionnels sur les 5 ans. Vous aurez Tombouctou, vous aurez Ségou, vous aurez Sikasso, vous aurez Mopti. Déjà, vous savez que Ségou est en plein développement. Pourquoi? C'est pour donner un enseignement de qualité à nos enfants en adéquation avec nos attentes économiques, notre vision économique. Nous partons de plus de 200 classes construites pour aller maintenant à 450 classes construites. Donc ça, c'est pour donner une base de départ afin que les enfants, déjà depuis le bas âge, soient pris en charge et en améliorant aussi les conditions des autres écoles déjà fonctionnelles. Et vous avez certainement entendu parler qu'il y a un programme de prise en charge des écoles de base comme écoles publiques afin d'améliorer leur qualité d'enseignement. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces milliers de diplômés? Très bien, très bien. Et je profite de votre passerelle parce qu'il a dit quelque chose qui est très important, ne jouons pas avec les expressions. 1 minute et 10 secondes. Quand on dit, vous m'interrompez, donc ça juste 30 secondes. Quand on dit, par exemple, que tous les médecins sortis de l'école de médecine seront pris à la fonction publique, la fonction publique stricto sensu ne peut pas. Un médecin au Mali qui chôme est un mauvais médecin. Mais qu'est-ce que vous allez faire s'il vous plaît, parce qu'en principe, un médecin a pour vocation, ne serait-ce que sur la base de ses connaissances, de les appliquer et de vivre dans d'autres secteurs que la fonction publique. La fonction publique n'est pas une opportunité pour des enfants. Il y a d'autres secteurs. Justement, nous voulons faire la promotion de ces secteurs-là afin que le Mali ait des structures économiques et sociales et intellectuelles viables pour résorber, pour absorber ses capacités. Ça, c'est l'aspect médecin qui chôme, médecin qui a la fonction, celle-là ne m'étonne même pas.
Parce que je les ai aussi entendus. Écoulé, prochaine question à vous. Je les ai entendus dire qu'ils vont Vous avez toujours le micro, mais la prochaine question elle est la suivante. Les enfants ont exprimé leurs préoccupations également. Qu'allez-vous faire pour qu'il ait moins d'enfants mendiants dans la rue? Ça, c'est une des préoccupations du Parlement. Vous savez qu'il s'agit de l'application d'une volonté politique déjà exprimée. Et vous arrivez, vous et moi, de voir qu'elle a été mise en œuvre et que les enfants avaient disparu de ces coins de rue-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ces enfants ne soient pas dans la rue? On va encore accroître les mesures d'enlèvement de ces enfants de la rue pour les mettre dans des centres spécialisés. Et là, je peux dire que ce n'est même pas du court terme, c'est immédiat. Ça, c'est l'engagement de Blaise, parce que ça ne figure nulle part dans le programme. Mais vous avez le programme, je peux vous donner la copie. Heureusement, vous me donnez l'opportunité. Vous avez donné la copie de notre programme. Non, vous savez, Blaise, votre temps est écoulé. Je prends la copie pour lui tout de suite. 1 minute et 30 secondes. Voilà. Vous savez, lorsque M. Sangaré parle, je souhaite qu'il fasse encore une fois attention, parce qu'on parle de la santé et de l'éducation, qui ne sont pas des secteurs privés, donc qui sont de la responsabilité de l'État, de soigner chaque citoyen. Et donc de prendre des engagements, de prendre des mesures qui vont concourir justement à ce que tous les enfants du pays puissent être soignés, pour que toute la population puisse être éduquée et soignée. Donc cela, nous ne pouvons pas gérer ça dans le cadre d'un secteur. Ça, c'est pas la fonction publique. Ça, c'est pas dans le cadre d'un secteur privé. Donc c'est pourquoi nous, de notre responsabilité en tant que gouvernants, nous disons qu'il est de notre responsabilité de prendre en charge ces questions liées à l'éducation et à la santé, d'où la question de la fonction publique. Maintenant, pour les enfants, nous disons que les enfants aujourd'hui, les enfants surtout et les jeunes, représentent près de 70% aujourd'hui de notre population. Et vous l'avez rappelé, ces enfants qui sont dans la rue, ces enfants qui sont... Parce que l'éducation a été fermée à ces enfants. C'est pourquoi nous allons ouvrir justement le champ de l'éducation pour permettre à chaque enfant de pouvoir être éduqué. À défaut d'aller dans l'école classique que nous connaissons aujourd'hui, nous allons faire en sorte que ces enfants puissent aller dans des centres de formation professionnelle qui vont subir un accompagnement de qualité. D'accord, maintenant 1 minute à chaque candidat. Voilà, Etienne Fakaba, votre programme concernant l'immigration, on sait que beaucoup de Maliens traversent la Méditerranée dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe. Vous, si votre candidat est élu président de la République, qu'est-ce qu'il va faire pour arrêter ces flux migratoires? Nous disons d'abord que la diaspora fait un investissement énorme dans nos différentes localités, mais qu'il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de suivi de ce secteur-là. C'est de faire en sorte que les investissements qui vont être réalisés dans ce cadre-là puissent profiter d'abord aux enfants du pays. C'est de faire en sorte que l'exode massif auquel on assiste puisse être contrôlé par la création d'emplois en faveur des jeunes. C'est pourquoi je suis un peu désolé qu'on ne parle pas de notre programme sur la question de la jeunesse, parce que là encore, il y a matière à vous, Mamadou Blaise Sangaré. Oui, mais nous marchons pratiquement sur les pieds. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il se satisfait migration. De cette évasion de nos capacités physiques, intellectuelles et tout qui partent. Non. Il faudrait, et moi je dis que le tout s'intègre. Le tout s'intègre comment? On a parlé des enfants de la rue, on a parlé d'éducation, on a parlé de santé, mais encore faut-il que vous sortiez de la vente de rêves et qu'on puisse dire avec quoi on va le faire. Nous, on sait déjà avec quoi on va le faire. Nous, on a budgété. D'accord, le temps est écoulé. Mamadou Blaise Sangaré, vous acceptez que le dialogue, il le faut, n'est-ce pas? Est-ce que vous acceptez qu'il faut un dialogue entre les Maliens? Attendez-moi, je crois que... Est-ce que vous acceptez qu'il faut un dialogue entre les Maliens? S'il vous plaît. Est-ce que vous l'acceptez? S'il vous plaît. Alors, Studio Tamani propose aux deux candidats, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, un débat, un face-à-face demain. Est-ce que votre candidat Ibrahim Boubacar Keïta sera là? Moi, je vous dis déjà tout net. Déjà, demain matin, vous venez de le dire. Est-ce que votre candidat Ibrahim Boubacar Keïta sera là? S'il vous plaît, on ne peut pas refaire un agenda déjà fixé. 3 jours de campagne, vous vous imaginez? Est-ce que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta sera là? Non. Alors, est-ce que Soumaïla Cissé, candidat, sera là? Nous, on vous a déjà répondu. Nous n'avons pas peur du débat. Nous serons présents. D'accord. Ah non, s'il vous plaît. Là, je ne peux pas. Pourquoi? Vous n'avez même pas encore décidé si vous devez aller à un deuxième tour ou pas. Monsieur Sangaré, s'il vous plaît. Mais nous sommes déjà sur le terrain. Moi, mon candidat sort demain. Blaise Sangaré, merci. Soumaïla Cissé sera présent demain. Merci. Une dernière petite question, s'il vous plaît. Est-ce que Etienne Fakaba, votre candidat Soumaïla Cissé, Monsieur Sangaré, Ibrahim Boubacar Keïta, est-ce que vous allez prendre l'engagement ici devant les Maliens d'accepter à l'issue du second tour le résultat, quel que soit l'issue du vote?
du deuxième tour. Rapidement, non, écoutez, c'est-à-dire que vous allez recevoir demain mon candidat et lui-même il se chargera de répondre. S'il vous plaît, demain il sera là. Merci, le temps est tué, nous sommes désolés. On a compris vos points de vue, c'est apparemment une question qui dérange. Voilà, c'est la fin de ce débat, c'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi, passez d'excellents moments en compagnie de nos radios et télévisions partenaires. Très belle soirée. À la semaine prochaine. Et je rappelle qu'il s'agit de... Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.